Le millionnaire pleurait sur la tombe tous les jours. La mendiante surgit, le regard de celle qui savait quelque chose. Une phrase trancha à l'air, tel un couteau aiguisé. « Votre fils n'est pas mort là-dedans. » Le vent glacial de janvier coupait le visage de Laurent Antoine, tandis qu'il gravissait la colline escarpée du cimetière du Père-Lachaise, à Paris. Ses mains gantées serraient un bouquet de lys blanc, les mêmes fleurs qu'il apportait chaque année, le même jour, à la même heure. C'était un rituel qu'il accomplissait avec la précision de celui qui contrôlait des empires, des fusions millionnaires et les destins d'autrui. Laurent Antoine n'était pas un homme de sentiment, mais il y avait un endroit où son armure se fissurait, ne serait-ce que pour quelques minutes, devant le tombeau de marbre noir aux détails dorés qui gardait la mémoire d'Étienne Antoine. Son fils unique. Laurent avait 68 ans, des cheveux grisonnants parfaitement peignés en arrière, des yeux clairs qui intimidaient n'importe quel interlocuteur et une posture droite qui défiait le poids des années. Il était président d'Antoine Capital, l'une des plus grandes sociétés de gestion d'investissement du pays, et sa réputation était aussi solide que redoutée. On disait qu'il ne pleurait jamais, ne flanchait jamais, ne perdait jamais. Mais là, sur ce lopin de terre froide et silencieuse, Laurent permettait à quelque chose de proche de l'humanité de toucher sa surface. Étienne était parti il y a 23 ans. Un accident, des circonstances nébuleuses. Laurent n'avait jamais voulu enquêter en profondeur. Peut-être parce que la vérité faisait plus mal que le doute. Peut-être parce qu'au fond, il savait qu'il avait été un père absent, contrôleur, incapable de voir son fils comme autre chose qu'une extension de lui-même. Il s'agenouilla devant la stèle, posa les fleurs à côté d'autres déjà fanées et murmura les mêmes mots qu'il répétait chaque année. « Pardonne-moi, mon fils. J'ai essayé. Je n'ai pas su. » Mais ce matin-là, quelque chose était différent. En levant les yeux, Laurent aperçut une silhouette courbée de l'autre côté du caveau. Une femme. Elle était de dos, enlaçant deux garçons qui semblaient avoir entre 12 et 13 ans. Elle portait un manteau usé, avec des pièces visibles au coude, et ses cheveux bruns étaient en désordre, tombant sur ses épaules de manière désordonnée. Les enfants portèrent des vêtements propres, mais simples, et semblaient mal à l'aise avec le froid. Laurent sentit une vague d'indignation monter dans sa poitrine. C'était un cimetière privé, restreint. Comment ces gens étaient-ils entrés là? Il se releva brusquement, nettoyant les genoux de son pantalon de tailleur. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il, la voix grave et autoritaire. La femme se retourna lentement. Son visage était marqué par le temps, mais pas par l'âge. C'étaient des marques de fatigue, de nuit blanche, de larmes contenues. Ses yeux marron foncé avaient une profondeur troublante, comme s'il portait trop d'histoire pour un seul corps. « Je suis venu voir mon amour, » répondit-elle, la voix rauque mais ferme. Laurent fronça les sourcils. « Votre amour? Ceci est une propriété privée de la famille Antoine. Vous n'avez pas l'autorisation d'être ici. » La femme fit un pas en avant, tenant fermement les mains des garçons, comme si elle craignait qu'on les lui arrache à tout moment. « J'ai tout à fait le droit d'être ici, autant que vous. » Laurent rit, un rire bref, plein de dédain. « Vous ne savez pas à qui vous parlez. »« Si, je sais, dit-elle en relevant le menton. Vous êtes Laurent Antoine, et je suis Ayla Vasseur. » Le nom ne signifiait rien pour lui. Laurent croisa les bras, impatient. Jamais entendu parler. Et cela ne change rien au fait que vous envahissez un espace privé. Je vais appeler la sécurité. Ayla lâcha les mains des garçons et fit un autre pas vers Laurent. Ses yeux brillaient, non de peur, mais de quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier. Du courage, du désespoir. Les deux? Appelez. Mais avant, je veux que vous sachiez une chose. Laurent hésita. Quelque chose dans sa voix le fit s'arrêter. Votre fils n'est pas mort là-dedans. Le silence qui suivit fut dense, presque palpable. Laurent sentit le sang se glacer dans ses veines. Il regarda la femme comme si elle venait de commettre un blasphème. « Quoi ?» gronda-t-il, faisant un pas menaçant dans sa direction. Ayla ne recula pas. « Étienne n'est pas dans cette tombe. Il n'y a jamais été. » Laurent sentit la colère exploser dans sa poitrine. Il serra les poings, les veines saillantes sur ses tempes. « Vous êtes folle. Vous délirez. Mon fils est mort il y a plus de 20 ans. J'ai moi-même identifié le corps. » Ayla secoua lentement la tête, comme si elle avait affaire à un enfant têtu. « Vous avez identifié un corps. Mais ce n'était pas le sien. » Laurent était sur le point de crier, de la chasser de là de ses propres mains si nécessaire, mais quelque chose dans sa fermeté, dans le calme troublant avec lequel elle parlait, le fit hésiter. « Qui diable êtes-vous » demanda-t-il.
la voix tremblant pour la première fois depuis des décennies. Ayla prit une profonde inspiration, comme si elle s'apprêtait à sauter d'une falaise. « J'étais la femme qui aimait votre fils, la femme qu'il vous cachait, la femme qui a porté ses enfants dans son ventre pendant que vous pleuriez sur une tombe vide. » Laurent sentit le monde tourner. Il regarda les deux garçons qui restaient silencieux, observant tout avec des yeux effrayés. C'étaient des jumeaux, identiques, cheveux sombres, yeux profonds, traits délicats mais marqués. Et alors, comme un coup de poing dans l'estomac, Laurent vit la ressemblance, la forme du visage, la ligne de la mâchoire, le regard. Étienne. Il chancela, portant la main à sa poitrine. Il sentit ses jambes fléchir. « C'est un mensonge, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. C'est une imposture. » Ayla ouvrit le sac usé qu'elle portait en bandoulière et en sortit une enveloppe jaunie. Elle la tendit à Laurent avec des mains tremblantes. « Ouvrez. » Laurent hésita, mais finit par prendre l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une vieille photographie, usée sur les bords. Dessus, Étienne souriait. Un vrai sourire, pas celui forcé qu'il arborait sur les photos de famille. Il tenait deux nouveau-nés, un dans chaque bras, et regardait l'objectif avec une expression de pur bonheur. Laurent n'avait jamais vu ce sourire sur le visage de son fils. Il retourna la photo. Au dos, avec l'écriture inimitable d'Étienne, était écrit « S'il m'arrive quelque chose, prends soin d'eux trois pour moi ». Les mains de Laurent tremblaient tellement qu'il faillit laisser tomber la photo. « Où avez-vous eu ça ?» murmura-t-il. « Il me l'a donné. » 2 jours avant de disparaître. Laurent leva les yeux vers elle, l'esprit en plein chaos. Disparaître? Ayla hocha la tête, les larmes coulant enfin sur son visage. Étienne n'est pas mort dans cet accident, monsieur Antoine. Il s'est enfui. Parce qu'il avait peur de vous. Peur de ce que vous feriez si vous nous découvriez, si vous découvriez les garçons. Laurent laissa échapper un son rauque, quelque chose entre un gémissement et un grognement. Il porta la main à son front, pressant ses tempes, comme s'il pouvait chasser ces mots de son esprit. Cela n'a aucun sens. Rien de tout cela n'a de sens. Ayla fit un pas de plus, si près maintenant qu'il pouvait voir les marques de fatigue sous ses yeux. Si, ça en a. Vous ne voulez simplement pas l'accepter. Laurent regarda de nouveau les garçons. Ils observaient tout en silence, serrés l'un contre l'autre. Dante, celui de gauche, avait une expression fermée, presque hostile. Yann, à droite, semblait effrayé mais curieux. « Comment savoir s'ils sont vraiment mes petits-fils » demanda Laurent, la voix toujours dure, mais avec une fissure visible. Ayla plongea la main dans sa poche et en sortit un morceau de papier plié. C'était un vieil examen ADN, réalisé des années auparavant, avec le nom d'Étienne Antoine clairement imprimé. J'ai tout gardé, toutes les preuves, parce que je savais qu'un jour je devrais prouver la vérité. Laurent prit le papier avec des mains tremblantes. Il lut, relut, les mots dansaient devant ses yeux. Compatibilité génétique confirmée, probabilité de paternité 99,9%. Il recula titubant, jusqu'à s'appuyer contre le tombeau de marbre. Il sentit le froid de la pierre à travers son manteau. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais cherché avant ?» demanda-t-il, la voix presque inaudible. Ayla laissa échapper un rire amer, sans humour. « Parce que j'ai eu peur. Peur que vous me détruisiez, comme vous avez détruit votre propre fils. » Laurent leva les yeux, indigné. « Je n'ai pas détruit Étienne. Si vous l'avez détruit, » explosa Ayla, sa voix résonnant dans le cimetière vide. « Vous l'avez étouffé. Vous l'avez modelé à votre image, sans jamais lui demander ce qu'il voulait. Il m'a tout raconté. Comment vous contrôliez chaque minute de sa vie, chaque décision, chaque amitié. Étienne n'était pas votre fils, c'était votre marionnette. » Laurent sentit la colère monter à nouveau, mais avec elle vint quelque chose de plus profond, de plus douloureux. La culpabilité. Je voulais seulement ce qu'il y avait de mieux pour lui. Ce qu'il y avait de mieux pour vous, corrigea Ayla, la voix maintenant plus basse, mais non moins tranchante. Jamais pour lui. Laurent détourna le regard, incapable d'affronter ses yeux accusateurs. Les garçons restaient silencieux, absorbant chaque mot, chaque révélation. « Que voulez-vous de moi ?» demanda finalement Laurent, la voix fatiguée. Ayla prit une profonde inspiration, essuyant ses larmes du dos de la main. « Je veux que vous reconnaissiez vos petits-fils, que vous leur donniez ce qui leur revient de droit. Je ne demande pas l'aumône, j'exige la justice. » Laurent regarda de nouveau Dante et Yann, ses petits-fils, les fils d'Étienne, la seule partie de son fils qui vivait encore. «
Quelque chose en lui bougea. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais c'était une possibilité. « J'ai besoin de temps, » dit-il, la voix de nouveau contrôlée, mais sans la froideur d'avant. « J'ai besoin de tout vérifier, de confirmer. » Ayla hocha la tête. « Confirmer, enquêter, mais ne tardez pas trop, parce que pendant que vous doutez, vos petits-fils ont faim. » Laurent sentit une autre pointe de culpabilité. Il regarda les vêtements usés des garçons, le manteau rapiécé d'Ayla. « Où habitez-vous » Ayla hésita, mais répondit. « Dans un foyer, en banlieue est. » Laurent ferma les yeux. « Ses petits-fils, vivant dans un foyer. »« Je vais envoyer quelqu'un vérifier votre histoire, dit-il, la voix ferme. Si c'est vrai, je m'occuperai de vous. » Ayla secoua la tête. « Je ne veux pas de charité. Je veux une reconnaissance. Vous l'aurez, promit Laurent. Si c'est vrai. »« C'est vrai, » dit Ayla, tenant de nouveau les mains des garçons. « Et vous le savez. » Laurent ne répondit pas. Il fit demi-tour et commença à descendre la colline, les jambes lourdes, l'esprit en ébullition. Derrière lui, Ayla resta immobile, le regardant partir. Dante serra sa main. « Maman, cet homme, c'est notre grand-père. » Ayla regarda son fils, les yeux encore humides. « Oui, mon amour, cet homme est ton grand-père. Et il va nous aider ?» demanda Yann, la voix pleine d'espoir. Ayla ne savait pas quoi répondre. Elle regarda de nouveau le tombeau de marbre, le nom gravé en lettres d'or. « Étienne Antoine. J'espère que oui, » murmura-t-elle. « J'espère que oui. » Les jours suivants, Laurent Antoine ne put penser à autre chose. Il annula des réunions, reporta des négociations, ignora des appels urgents. Pour la première fois depuis des décennies, son esprit n'était pas concentré sur les profits et les acquisitions. Il engagea des détectives privés, demanda des tests ADN des garçons, fouilla dans de vieilles archives, cherchant la moindre mention du nom d'Ayla Vasseur. Et il trouva. Il trouva des dossiers sur une avocate brillante, diplômée avec mention de la Sorbonne, spécialisée en droit de l'homme. Il trouva de vieux articles de journaux, dans lesquels elle était citée défendant des causes sociales, affrontant des puissants. Il trouva des photos d'elle lors d'événements, aux côtés d'Étienne, cachées dans des albums qu'il n'avait jamais vus. Son fils avait une vie secrète, une vie entière que Laurent ignorait. Et puis, il trouva l'acte de naissance des jumeaux. Dante Laurent Vasseur, Antoine. Yann Étienne Vasseur, Antoine. Né le 15 mars, il y a 22 ans. Père, Étienne Henri Antoine. C'était vrai. Tout était vrai. Laurent s'assit dans son fauteuil en cuir au bureau, l'acte de naissance en main, et pour la première fois en plus de 20 ans, il pleura. Il pleura la perte de son fils. Il pleura la découverte de ses petits-fils. Il pleura le temps perdu, les opportunités gâchées, la froideur qu'il avait construite autour de lui comme une forteresse, mais les larmes durèrent peu. Laurent Antoine n'était pas homme à se perdre en sentimentalisme. Il s'essuya le visage, redressa sa cravate et prit le téléphone. « Appelez le docteur Mendès », ordonna-t-il à sa secrétaire. « Je veux un rendez-vous avec lui demain matin. Et préparez les contrats de garde partagés. Version complète. Oui, monsieur Antoine. » Laurent raccrocha et regarda par la fenêtre panoramique de son bureau qui donnait sur les Champs-Élysées. En bas, la ville bouillonnait, indifférente au drame personnel de ses habitants. Il avait des petits-fils, des héritiers. La lignée Antoine ne s'était pas terminée avec Étienne, mais Laurent ne pensait pas à l'affection. Il pensait à la stratégie, à la continuité, au contrôle. Les garçons seraient modelés, éduqués, transformés en successeurs dignes de l'empire qu'il avait bâti. Et Ayla? Eh bien, Ayla serait neutralisée. Laurent avait déjà décidé. Elle aurait un logement, de l'argent, du confort, mais elle n'aurait pas de pouvoir, pas de voix. Parce que les femmes comme elle, fortes et provocatrices, étaient dangereuses. Elles devaient être contrôlées. Il reprit le téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. « René, c'est moi, Laurent. J'ai besoin d'une faveur, une grosse faveur. » De l'autre côté de la ligne, une voix grave répondit. « Dis-moi tout, Laurent. Tu sais que tu peux compter sur moi. » Laurent sourit. Un sourire froid, calculateur. « J'ai besoin que tu montes un dossier. Négligence. Quelque chose qui tienne la route. J'ai tous les détails dont tu as besoin, compris. Tu le veux pour quand? Le plus vite possible. » Laurent raccrocha et s'adossa à son fauteuil. Il regarda de nouveau l'acte de naissance, les noms de ses petits-fils. Dante et Yann auraient tout, une éducation d'élite, des opportunités infinies, le pouvoir. Et Ayla?
Ayla aurait exactement ce qu'elle méritait pour lui avoir caché ses petits-fils pendant toutes ces années. Rien. Une semaine plus tard, Laurent invita Ayla et les garçons à dîner dans son hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine. La maison était immense, avec des jardins parfaitement entretenus, des sculptures importées et une façade qui ressemblait plus à un musée qu'à une maison. Ayla arriva avec les garçons, toujours méfiante, mais pleine d'espoir. Laurent les accueillit à la porte avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Soyez les bienvenus. » Dante et Yann regardèrent autour d'eux, bouche bée. Ils n'avaient jamais vu autant de richesses concentrées en un seul lieu. Pendant le dîner, servi par des domestiques silencieux dans une salle à manger bien trop grande pour 4 personnes, Laurent fut cordial. Il posa des questions sur les garçons, sur leur goût, leurs compétences. Il les observa avec attention, analysant chaque geste, chaque réponse. Dante était plus réservé, méfiant. Yann était plus ouvert, curieux. Laurent préféra Dante. À la fin du repas, il appela Ayla pour une conversation privée dans son bureau. « J'ai une proposition à vous faire, dit-il, s'asseyant derrière son bureau en acajou. Ayla resta debout, les bras croisés. « Je vous écoute. » Laurent ouvrit un tiroir et en sortit un document. Il le posa sur le bureau et le poussa vers elle. « Garde partagée. Vous signez ça et je garantis un logement, la nourriture et une éducation de premier ordre pour les garçons. Ils auront tout ce dont ils ont besoin. » Ayla prit le document et commença à lire. Elle fronça les sourcils. « Il est écrit ici que j'accepte de les laisser vivre avec vous pendant la semaine. » « Exactement. Ils ont besoin de stabilité, d'une routine appropriée. Vous pourrez leur rendre visite les week-ends. » Ayla leva les yeux, méfiante. « Et pourquoi accepterais-je cela ?» Laurent s'adossa à sa chaise, les doigts entrelacés. « Parce que vous n'avez pas le choix. Regardez-vous, Ayla. Vous vivez dans un foyer. Vous travaillez où ? Comme femme de ménage ? Agent d'entretien. Vous croyez que vous pouvez leur donner ce que je peux leur offrir ?» Ayla sentit la colère bouillir, mais aussi l'humiliation. Parce qu'il avait raison, elle n'avait rien. Je suis leur mère, et je suis leur grand-père, et j'ai des ressources que vous n'aurez jamais. Ayla regarda de nouveau le document. Chaque mot semblait un piège. Si je ne signe pas? Laurent sourit. Ce sourire froid, prédateur. Alors vous continuerez à vivre comme vous vivez. Et vos fils continueront sans avenir. Ayla sentit les larmes menacées, mais ne les laissa pas couler. Pas devant lui. Elle pensa à Dante et Yann, pensa à tout ce qu'ils avaient enduré. Aux nuits de faim, au matin glacial dans le foyer, aux vêtements donnés qui n'allaient jamais bien. Elle pensa à tout ce qu'ils pourraient avoir. Et elle signa. Laurent reprit le document, satisfait. Excellente décision. Ayla se leva, les jambes flageolantes. Je pourrai les voir quand je veux. Bien sûr, les week-ends. Et si je change d'avis? Laurent la regarda avec une expression qui lui glaça le sang. Ne changez pas d'avis. Ayla sortit du bureau le cœur lourd. Elle trouva les garçons dans le salon jouant avec un vieux globe terrestre. « Maman, on va habiter ici ?» demanda Yann, les yeux brillants. Ayla força un sourire. « Vous, oui, je viendrai vous voir. » Dante fronça les sourcils. « Pourquoi? Tu ne viens pas avec nous ?» Ayla s'agenouilla, tenant leurs 2 visages entre ses mains. « Je serai toujours près de vous. Toujours. Mais vous avez besoin d'opportunités que je ne peux pas vous donner. Vous comprenez ?» Yann hocha la tête, mais Dante resta méfiant. « Je ne l'aime pas, dit Dante tout bas. » Ayla embrassa le front de son fils. « Je sais, mon amour, mais faites ça pour moi, s'il vous plaît. » Dante hésita, mais finit par accepter. Ce fut la dernière nuit qu'Ayla passa avec ses fils en liberté. 2 mois plus tard, elle fut accusée de négligence grave. Documents falsifiés, témoignages achetés, images de sécurité manipulées. Tout l'accusait. Elle fut jugée, condamnée et envoyée dans une prison pour femmes en périphérie de Paris. Pendant 20 ans, elle écrivit des lettres hebdomadaires à ses fils. Aucune d'elles n'arriva à destination. Toutes furent interceptées par Laurent et détruites. Et Dante et Yann grandirent en croyant que leur mère les avait abandonnés. 20 ans peuvent sembler une éternité ou un instant, selon l'endroit où on les vit. Pour Ayla Vasseur, chaque jour à l'intérieur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis fut une éternité. Chaque aube était une lutte pour ne pas perdre la raison, chaque crépuscule une bataille contre le désespoir. Mais elle avait une raison de continuer. Dante et Yann, ses fils, ses garçons. Même sans jamais recevoir de réponse, Ayla écrivait. Chaque semaine, religieusement, elle empruntait du papier et un stylo à d'autres détenus et écrivait des lettres.
des lettres pleines d'amour, de nostalgie, d'encouragement. Elle racontait sa journée, ses petites victoires, comment elle pensait à eux à chaque seconde. Elle terminait toujours par la même phrase. « Vous m'appelez encore dans mes rêves. Je vous entends encore. » Elle ne sut jamais qu'aucune de ces lettres n'atteignait ses destinataires. Elle ne sut jamais que Laurent-Antoine les interceptait personnellement, les déchirant une par une, les jetant à la poubelle comme des papiers sans valeur. Pendant qu'Ayla dépérissait derrière les barreaux, Dante et Yann grandissaient dans un monde complètement différent. L'hôtel particulier des Antoine devint le seul foyer qu'ils connaissaient. Ils étudièrent dans les meilleurs lycées de Paris, prirent des cours particuliers d'anglais, d'allemand, de musique et de bonnes manières. Ils portèrent des vêtements de marque, voyageaient à l'étranger pendant les vacances, fréquentaient des clubs exclusifs. Ils avaient tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf la vérité, sauf l'affection. Laurent éleva ses petits-fils à son image et à sa ressemblance. Dès leur plus jeune âge, ils furent façonnés pour être les successeurs de l'Empire Antoine. Ils apprirent à ce qu'étaient les actions, les investissements, les fusions et les acquisitions avant même de savoir faire du vélo. Leur enfance fut une série de leçons, de règles et d'attentes. Dante absorba tout comme une éponge. Il devint sérieux, calculateur, rationnel. À 15 ans, il participait déjà aux réunions du conseil d'administration. À 18 ans, il conclut sa première acquisition. À 22 ans, il devint vice-président d'Antoine Global, la division internationale de l'entreprise. Il était le joyau de la couronne de Laurent. Yann, en revanche, a toujours été différent. Plus sensible, plus interrogateur. Il ne s'adapta pas au monde froid des affaires avec la même facilité que son frère. Il étudia la gestion pour plaire à son grand-père, mais son cœur était ailleurs. Il fonda à 20 ans une ONG appelée Nouveau Départ, dédiée à aider les anciens détenus à se réinsérer dans la société. Laurent tolérait le projet de Yann, mais ne le soutenait pas. Il voyait cela comme une perte de temps, une distraction de la véritable mission de la famille. Les frères étaient un proche, mais différents. Dante était le cerveau, Yann était le cœur. Et tous deux portaient une cicatrice invisible, l'absence de leur mère. Laurent leur avait raconté la même histoire depuis qu'ils étaient enfants. « Votre mère vous a abandonné. C'était une femme instable, irresponsable. Elle a préféré sa propre liberté à vous. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là, je serai toujours là. » Dante y crut, ou plutôt, il choisit d'y croire. C'était plus simple ainsi. Yann, en revanche, a toujours eu des doutes. Des fragments de souvenirs le hantaient, une voix qui chante, des mains douces, une odeur de lavande. Mais chaque fois qu'il essayait d'en parler, Dante l'interrompait. « Ça ne sert à rien de ressasser le passé. Elle n'a pas voulu de nous, point final. » Et ainsi les années passèrent. Par un jour froid de juin, Ayla Vasseur sortit enfin de prison. Elle avait 53 ans, les cheveux déjà grisonnants, la peau marquée par le temps et la dureté de la vie. Elle ne portait qu'un sac à dos usé, avec quelques vêtements donnés et une enveloppe jaunie qu'elle gardait comme un trésor. La photographie d'Étienne avec les bébés. La ville avait beaucoup changé. De nouveaux immeubles, des rues différentes, une technologie qu'elle comprenait à peine. Mais Ayla n'était pas là pour s'adapter au monde. Elle était là pour une seule raison, retrouver ses fils. Elle demanda, chercha, enquêta. Elle découvrit que Dante et Yann travaillaient chez Antoine Global, le plus grand immeuble de verre du parvis de la Défense. Elle découvrit qu'ils étaient des cadres prospères, des hommes accomplis, avec des vies dont elle ne faisait plus partie. Le cœur d'Ayla se brisa et se remplit de fierté en même temps. Ces garçons avaient survécu. Ils avaient grandi. Mais à quel prix? Elle devait les voir, ne serait-ce que de loin. Elle se rendit au pied de l'immeuble, mais n'eut pas le courage d'entrer. Elle resta de l'autre côté de la place, observant les gens entrer et sortir. Des cadres en costume, des femmes en talons hauts, des agents de sécurité imposants. Ce n'était pas son monde. Elle revint le lendemain, et le surlendemain, et le jour d'après. Jusqu'à ce que, un matin, elle voit une pancarte à l'entrée du bâtiment. Recrute, agent d'entretien, se présenter à l'accueil. Ayla n'hésita pas une seconde. Elle se rendit à l'accueil, remplit une fiche, passa un bref entretien avec la coordinatrice des services généraux et fut embauchée le jour même. Elle commencerait la semaine suivante, en équipe du matin, pour nettoyer les étages de la direction. Pour la première fois en 20 ans, Ayla sourit vraiment. Dante Antoine se réveilla à 5h30 du matin, comme toujours. Il fit sa routine d'exercice, prit sa douche,
enfila un costume gris impeccable et quitta la maison à 7 heures précises. Il vivait dans un appartement en dernier étage dans le Marais, minimaliste, moderne, sans aucune touche personnelle à part quelques livres de gestion empilés sur la table basse. Il arriva au bureau à 7h40 avant tout le monde. Il aimait le silence du matin, l'immeuble encore vide, les lumières encore éteintes. C'était le moment où il réfléchissait le mieux, planifiait ses stratégies, révisait ses chiffres. À 22 ans, Dante était considéré comme un prodige, froid, calculateur, implacable. Il avait hérité non seulement du nom de famille Antoine, mais aussi de la personnalité de Laurent. Il n'avait pas d'amis, seulement des contacts. Pas de hobby, seulement du travail. Pas de relations sérieuses, seulement des rencontres occasionnelles et superficielles. Il vivait pour l'entreprise. Et l'entreprise vivait pour lui. Mais il y avait quelque chose que Dante ne disait jamais à personne. Quelque chose qui le hantait depuis l'enfance. Les rêves. Chaque nuit, ou presque, il rêvait de la même chose. Une femme aux cheveux bruns chantant une berceuse. Il ne parvenait pas à voir son visage, mais il sentait sa présence. Il sentait la chaleur, le réconfort. Il se réveillait toujours avec une sensation étrange dans la poitrine, quelque chose entre la nostalgie et la douleur. Il n'a jamais compris pourquoi. Yann, contrairement à son frère, ne se levait pas tôt. Il arrivait au bureau vers 9 heures, toujours avec un café à la main et un sourire aux lèvres. Il travaillait au département de la responsabilité sociale d'Antoine Global, un service créé par Laurent, uniquement pour le tenir occupé et loin des décisions importantes. Yann le savait. Et il s'en fichait. Son vrai travail se déroulait en dehors de là. À l'ONG Nouveau Départ, où il passait ses après-midi et quelques week-ends, aidant les anciens détenus à trouver un emploi, un logement et de la dignité. C'est là que Yann se sentait vivant. C'est là qu'il sentait qu'il faisait une différence. Mais quelque chose le dérangeait. Une inquiétude constante, le sentiment qu'il manquait quelque chose dans sa vie, mais il ne savait pas quoi. Parfois, au milieu de la nuit, il se réveillait avec des fragments de souvenirs, une voix, des mains douces, une étreinte serrée. Il essayait de retenir ses souvenirs, mais il glissait comme du sable entre ses doigts. Il en parlait à Dante, mais son frère changeait toujours de sujet. « Tu idéalises quelqu'un qui ne le mérite pas. Oublie ça. » Mais Yann ne pouvait pas oublier. La première semaine d'Ayla comme agent d'entretien dans l'immeuble d'Antoine Global fut à la fois une torture et une renaissance. Une torture parce qu'elle était si proche de ses fils, mais si loin. Une renaissance parce que, pour la première fois en 20 ans, elle respirait le même air qu'eux. Elle nettoyait les couloirs avant que tout le monde n'arrive. Vidait les poubelles, passait un chiffon sur les tables, lustrait les vitres. Elle était invisible. Juste une employée de plus parmi des centaines. Mais elle observait tout. Elle vit Dante pour la première fois un jeudi matin. Il sortait de l'ascenseur avec une mallette en cuir à la main, parlant au téléphone en anglais, la voix ferme et autoritaire. Il portait un costume bleu marine, les cheveux sombres peignés en arrière, la posture droite. Ayla sentit son cœur s'arrêter. C'était Étienne. Ce n'était pas lui, mais c'était lui. Les mêmes yeux profonds, le même menton marqué, la même gravité sur le visage. Les jambes d'Ayla flageolèrent. Elle s'appuya sur son chariot de nettoyage, essayant de reprendre son souffle. Dante passa devant elle sans la regarder, sans la voir, comme si elle n'existait pas. Ayla ravala ses larmes et continua à travailler. 2 jours plus tard, ce fut au tour de Yann. Il arriva plus tard, avec un café et un sourire, saluant les agents de sécurité par leur nom. Il portait une chemise sans cravate, les manches retroussées, un air plus décontracté que son frère. Quand il passa devant Ayla, il s'arrêta. « Bonjour », dit-il en souriant. Ayla leva les yeux, surprise. Personne ne lui parlait ici. Personne ne la voyait. « Bonjour », répondit-elle, la voix presque défaillante. « Vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas ?» Ayla hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa propre voix. « Bienvenue. J'espère que vous vous plairez ici. » Et il continua son chemin. Ayla resta immobile, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Yann l'avait vu, lui avait parlé, lui avait souri. Son garçon, son Yann. À partir de ce jour, Ayla commença à prêter attention aux détails. Elle observait les frères de loin, étudiait leurs habitudes, leurs gestes, leurs expressions. Dante arrivait toujours tôt, travaillait tard, déjeunait à son bureau. Il était sérieux, concentré, souriait rarement. Il ne parlait à personne au-delà du strict nécessaire. Yann, au contraire, était sociable.
Il parlait à tout le monde, des cadres aux agents de sécurité. Il déjeunait à la cafétéria avec des collègues, riait fort, faisait des blagues. Ils étaient si différents, mais tous deux avaient quelque chose en commun, une tristesse invisible dans les yeux. Ayla reconnaissait cette tristesse. C'était la même qu'elle portait. Un matin, alors qu'elle nettoyait la salle de réunion, Ayla entendit des voix dans le couloir. Elle reconnut la voix de Dante et celle de Laurent. « Tu gères bien le dossier de la fusion ?» demanda Laurent. « Parfaitement. Tout est en ordre. Excellent. Je savais que je pouvais compter sur toi. » Il y eut une pause. Puis Dante demanda « Grand-père, je peux te poser une question ?»« Bien sûr. Tu penses qu'elle pense encore à nous ?» Laurent hésita. « Qui ?»« Notre mère. » Ayla se figea, le chiffon de nettoyage toujours à la main. « Dante, nous avons déjà parlé de ça, » dit Laurent, la voix ferme. « Ta mère a fait un choix. Elle a choisi sa propre vie. Ne perds pas de temps à penser à elle. Je sais. C'est juste que parfois j'ai des rêves. Les rêves ne sont que des rêves. Ils ne signifient rien. » Il y eut une autre pause. Puis Dante dit « Tu as raison. » Et la conversation prit fin. Ayla dut sortir de la salle en courant avant qu'on ne la voie pleurer. Ce soir-là, dans sa petite chambre louée en banlieue est, Ayla sortit un vieux carnet de son sac à dos et commença à écrire. Elle écrivait des lettres comme elle le faisait en prison, des lettres qu'elle n'enverrait jamais mais qu'elle devait écrire pour ne pas devenir folle. « Mon cher Dante, tu rêves encore de moi. Je le savais. Je l'ai toujours su. Parce que moi aussi je rêve de toi. Toutes les nuits je vois ton visage. Je te vois, toi et Yann. Mes garçons, mes amours. Un jour je te le promets. Je te raconterai la vérité. Un jour tu sauras que je ne vous ai jamais abandonné. Jamais. » Les semaines passèrent. Ayla continua à travailler, à observer, attendant le bon moment. Un matin, alors qu'elle nettoyait l'étage de la direction, elle entendit Yann discuter avec une collègue. « Je pense à étendre le projet Nouveau Départ », disait-il, enthousiaste. « Il y a tellement de gens qui ont besoin d'aide, tu sais. Des gens qui ont fait des erreurs mais qui méritent une seconde chance. Tu es bien idéaliste, Yann, » répondit la collègue en riant. « Ton grand-père doit détester ça. » Yann haussa les épaules. « Il pense que c'est une perte de temps, mais ce n'en est pas une. Tout le monde mérite de recommencer. » Ayla sentit sa poitrine se serrer. Yann avait le cœur d'Étienne, la même bonté, la même compassion. Dans un élan, elle s'approcha. « Excusez-moi, dit-elle, la voix basse. » Yann se retourna en souriant. « Bonjour, vous avez besoin de quelque chose ?» Ayla hésita. Que dire? Comment commencer? Je voulais juste dire que je trouve ça magnifique ce que vous faites. Ce projet, d'aider les gens. Yann parut sincèrement touché. Vraiment. Merci. Ça me touche beaucoup. Je sais ce que c'est, d'avoir besoin d'une seconde chance. Yann la regarda avec plus d'attention. Vous avez traversé des épreuves. Ayla hocha la tête, les larmes menaçant de couler. Oui, beaucoup d'épreuves. Yann fit un pas de plus vers elle. Si vous voulez en parler un jour ou si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, vous pouvez venir me voir, d'accord? Ayla pouvait à peine respirer. Son fils était là, lui offrant son aide, sans savoir qu'il parlait à sa propre mère. « Merci », murmura-t-elle, et elle partit rapidement, avant de s'effondrer sur place. Cet après-midi-là, Yann ne put s'arrêter de penser à l'agent d'entretien. Il y avait quelque chose en elle, quelque chose de familier, mais il n'arrivait pas à identifier quoi. Il en parla à Dante pendant le déjeuner. « Il y a une nouvelle femme de ménage à notre étage. Elle a l'air, je ne sais pas, triste. » Dante ne leva même pas les yeux de son ordinateur portable. « Et alors? Je ne sais pas. J'ai juste trouvé ça étrange. » « Tu trouves tout étrange, Yann. Concentre-toi sur ton travail. » Yann leva les yeux au ciel et retourna à son sandwich. Mais l'image de la femme resta dans son esprit, les yeux marrons, la tristesse qu'il contenait, et puis, soudain, un souvenir. Il était petit, peut-être 4 ou 5 ans. Une femme lui tenait la main. Elle chantait, une chanson douce, sur les étoiles et les rêves. Et il se sentait en sécurité. Yann secoua la tête. Ce n'était que des fragments, probablement même pas réels. Mais quelque chose en lui insistait qu'il l'était. Pendant ce temps, à un autre étage de l'immeuble, Laurent Antoine recevait un appel qui le mit en état d'alerte. « Monsieur Antoine, la femme a été libérée. »« Quand ?»« Il y a 3 semaines. » Laurent sentit le sang se glacer. « Et vous ne me prévenez que maintenant ?»
Désolé, monsieur. Il y a eu un retard dans le système. Laurent frappa du poing sur la table. Trouvez-la, maintenant. Oui, monsieur. Laurent raccrocha et resta immobile, regardant par la fenêtre. Ayla était en liberté. 20 ans plus tard, elle était libre. Et c'était dangereux. Très dangereux. Il prit le téléphone et composa un autre numéro. « René, j'ai de nouveau besoin de toi. » 20 ans plus tôt, René avait aidé Laurent à monter le dossier contre Ayla. Maintenant, il devrait l'aider à la tenir éloignée de ses petits-fils. « De quoi as-tu besoin ?» demanda René. « Je veux que tu la surveilles. 24 heures sur 24. Je veux savoir où elle est, ce qu'elle fait, avec qui elle parle. Compris ? Autre chose ?» Laurent hésita. « Si elle essaie de s'approcher de mes petits-fils, tu interviens, par tous les moyens nécessaires. » René resta silencieux un instant. « Laurent, tu es sûr ?»« Absolument. Très bien. Laisse-moi faire. » Laurent raccrocha, mais l'inquiétude persistait. Ayla était imprévisible. Et les personnes imprévisibles étaient dangereuses. Il prit l'interphone. « Faites venir Dante. » Quelques minutes plus tard, Dante entra dans le bureau de son grand-père. « Vous m'avez appelé ?» Laurent désigna la chaise. « Assieds-toi. » Dante obéit, intrigué. « Il s'est passé quelque chose ?» Laurent s'adossa à son fauteuil, les doigts entrelacés. « J'ai besoin que tu comprennes une chose, Dante. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était pour protéger cette famille. Pour te protéger, toi et ton frère. »« Je le sais, grand-père. » Laurent regarda fixement son petit-fils dans les yeux. « Ta mère pourrait essayer de vous contacter. » Dante fronça les sourcils. « Quoi? Pourquoi? » « Parce qu'elle a été libérée, et les gens comme elle ne changent jamais. » Dante sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. De la colère, de la curiosité, de la peur. Et si elle essaie? Laurent se pencha en avant. « Tu ne l'écoutes pas. Tu ne crois rien de ce qu'elle te dira. Elle vous a abandonné, Dante. Elle ne mérite ni ton temps, ni ton attention. » Dante hocha lentement la tête. Compris. Mais quelque chose en lui criait qu'il y avait plus dans cette histoire. Bien plus. Et pour la première fois depuis des années, Dante commença à remettre en question les certitudes qu'il avait construites tout au long de sa vie. Cette nuit-là, Ayla rentra chez elle, épuisée, mais pas vaincue. Elle s'assit au bord de son lit, ouvrit son carnet et écrivit une autre lettre. « Mes amours, aujourd'hui, Yann m'a parlé. Il ne sait pas qui je suis, mais il m'a parlé. Et il m'a offert son aide. Mon garçon, mon gentil Yann. Dante, en revanche, est toujours aussi dur que son grand-père. Mais je l'ai vu dans ses yeux. La douleur, le doute. Je leur manque encore, même s'ils ne le savent pas. Et je promets que je me battrai. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour que vous sachiez la vérité. » Et alors, pour la première fois en 20 ans, Ayla s'autorisa à espérer. Parce que la vérité, tôt ou tard, finit toujours par éclater, et quand elle éclaterait, Laurent-Antoine paierait pour tout ce qu'il avait fait. La pluie tombait fort sur Paris ce matin de janvier. Ayla observait les gouttes couler sur la vitre du bus qui la menait au travail. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la pluie, dans la façon dont elle lavait les rues, comme si elle pouvait aussi nettoyer les peines du passé. Mais Ayla savait que certaines tâches étaient trop profondes pour être effacées par l'eau. Elle arriva à l'immeuble d'Antoine Global trempé, malgré le vieux parapluie qu'elle portait. L'accueil était bondé, des cadres se précipitant à l'intérieur, secouant leurs vêtements coûteux, se plaignant des embouteillages. Ayla passa inaperçue au milieu d'eux, comme toujours, et se dirigea vers le vestiaire des employés. Elle se changea, enfila l'uniforme bleu marine de l'entreprise de nettoyage et prit son chariot. Un jour de plus. Une chance de plus de voir ses fils, même de loin. Mais ce matin-là serait différent. Dante était arrivé plus tôt que d'habitude. Une réunion importante avec des investisseurs japonais était prévue à 9 heures et il voulait réviser tous les chiffres avant. Il était dans son bureau, penché sur des tableurs, quand il entendit une douce mélodie venant du couloir. Quelqu'un fredonnait. Normalement, Dante l'ignorerait. Mais il y avait quelque chose dans cette voix. Quelque chose qui toucha une partie oubliée de sa mémoire. Il se leva et se dirigea vers la porte. Il l'ouvrit silencieusement. Dans le couloir, Ayla nettoyait les vitres, fredonnant doucement une vieille chanson. C'était la même chanson qu'elle chantait aux garçons quand ils étaient bébés. La même qu'elle chantait les nuits difficiles, quand l'argent manquait et que la peur la serrait. Dante resta immobile, observant. La femme ne semblait pas avoir remarqué sa présence. Elle continuait à chanter,
passant le chiffon en mouvement circulaire, perdu dans ses propres pensées. Et alors, comme un éclair, le souvenir lui revint. Dante avait 4 ans. Il pleurait, effrayé par un orage. Et une femme le tenait dans ses bras, le berçant doucement, chantant cette même chanson. Il pouvait sentir la chaleur, l'odeur de lavande, la sécurité. Le souvenir ne dura que quelques secondes, mais ce fut suffisant pour le laisser abasourdi. L'agent d'entretien se retourna et se retrouva face à lui. Leurs regards se croisèrent. Un instant, le monde s'arrêta. Ayla sentit son cœur s'emballer. Dante l'observait avec une expression étrange, comme s'il essayait de déchiffrer une énigme. « Désolé, dit-elle rapidement, la voix défaillante. Je ne voulais pas déranger. » Dante cligna des yeux, revenant à la réalité. « Vous ne dérangez pas, dit-il, la voix plus douce que d'habitude. Cette chanson, d'où la connaissez-vous » Ayla hésita. C'était risqué, dangereux, mais elle ne put mentir. « C'est une vieille chanson. Ma mère me la chantait quand j'étais enfant. » Dante hocha lentement la tête, mais continua de la regarder comme s'il cherchait quelque chose. « Vous travaillez ici depuis combien de temps ?»« Quelques semaines. Quel est votre nom ?» Ayla sentit un nœud dans sa gorge. Dire son nom complet serait trop risqué. Laurent pourrait le découvrir. Ayla. Juste Ayla. Dante tendit la main. Dante, Antoine. Ayla regarda la main tendue, les larmes menaçant de s'échapper. C'était la main de son fils, son garçon. Elle prit une profonde inspiration et la serra, sentant la chaleur, la force. « Enchantée de vous connaître », murmura-t-elle. Dante retira sa main et retourna dans son bureau, mais se retourna une dernière fois avant de fermer la porte. Continuez à chanter. C'est joli. Et il ferma la porte. Ayla dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Les larmes s'échappèrent enfin, roulant silencieusement sur son visage. Dante, de l'autre côté de la porte, était également secoué. Il s'assit sur sa chaise, l'esprit en ébullition. Cette voix, cette chanson, pourquoi le touchaient-elles autant? Il prit son portable et, dans un élan, appela Yann. « Yann, tu te souviens d'une chanson de notre enfance ?» Yann était dans un café, révisant des documents de l'ONG. « Bonjour à toi aussi, dit-il en riant. « C'est quoi cette question ?»« Réponds, c'est tout. » Yann réfléchit un instant. « Je me souviens de quelques comptines que la nounou chantait. Pourquoi? Non. Ce n'était pas la nounou, c'était quelqu'un d'autre. » Yann devint sérieux. « Dante, et de quoi tu parles ?» Dante passa la main dans ses cheveux, frustré. « Je ne sais pas, j'ai juste eu une sensation étrange ce matin. » Yann resta silencieux quelques secondes. « Moi aussi, j'ai des sensations étranges ces derniers temps. »« Ah oui? Oui. Comme s'il manquait quelque chose. Comme s'il y avait un vide que je ne sais pas comment combler. » Dante soupira. « C'est peut-être juste le stress. » « Peut-être. » Mais aucun des deux n'y croyait. Pendant que les frères discutaient, dans un autre coin de la ville, Hélène Antoine était assise dans un café à Montmartre, feuilletant un vieux journal intime. Hélène était la sœur cadette d'Étienne, la rebelle de la famille, celle qui ne s'était jamais conformée aux normes des Antoine. Elle avait 52 ans, des cheveux courts teints en rouge, des tatouages sur les bras et un style bohème qui avait toujours irrité Laurent. À 20 ans, elle avait rompu avec sa famille, refusant de travailler dans l'entreprise et choisissant de poursuivre une carrière d'artiste plasticienne. Elle et Laurent ne se parlaient plus depuis plus d'une décennie. Mais Hélène n'avait jamais oublié son frère. Étienne avait été la seule personne de la famille à la comprendre, à la soutenir. Et quand il était parti, une partie d'elle était partie avec lui. Le journal qu'elle tenait était le sien. Elle l'avait trouvé des années auparavant, caché dans une boîte au grenier de l'hôtel particulier, lors d'une rare visite. Elle l'avait emporté sans que personne ne s'en aperçoive et l'avait gardé comme un trésor. Dedans, Étienne écrivait sur tout, sur la pression de son père, sur ses rêves étouffés, sur la peur de ne jamais être assez bon. Et, dans les dernières pages, sur Ayla. J'ai rencontré quelqu'un qui me fait me sentir vivant pour la première fois. Elle s'appelle Ayla. Elle est tout ce que je ne suis pas. Libre, courageuse, vraie. Avec elle, je peux être moi-même, sans masque, sans peur. Mais comment le dire à mon père? Comment lui dire que je suis tombé amoureux d'une femme qu'il n'approuverait jamais? J'ai peur de ce qu'il fera, peur de ce dont il est capable. Hélène lut et relut ces mots. Elle avait toujours su qu'il y avait quelque chose de louche dans l'histoire de la perte d'Étienne. Elle s'était toujours méfiée de Laurent,
mais elle n'avait jamais eu de preuves, jusqu'à maintenant. Ces dernières semaines, Hélène avait mené sa propre enquête. Elle avait parlé à d'anciens employés de la famille, fouillé des archives, posé des questions. Et elle avait découvert quelque chose de troublant. Ayla Vasseur, la femme mentionnée dans le journal, avait été envoyée en prison peu après le départ d'Étienne. Coïncidence? Hélène ne croyait pas aux coïncidences. Elle décida qu'il était temps d'agir. Elle prit son portable et appela le bureau d'aide juridictionnelle demandant des informations sur Ayla. Elle découvrit qu'elle avait été libérée il y a 1 mois et demi. Hélène sourit. Elle devait trouver cette femme. Cet après-midi-là, Yann décida de faire quelque chose qu'il remettait à plus tard depuis des semaines. Il se rendit aux archives de l'entreprise, situées au sous-sol de l'immeuble. Il voulait trouver d'anciens documents sur son père. Des photos, des dossiers, n'importe quoi qui pourrait l'aider à comprendre qui était vraiment Étienne. Il passa des heures à fouiller des boîtes poussiéreuses jusqu'à ce qu'il trouve un dossier au nom de son père. À l'intérieur, il y avait des certificats, des documents scolaires, quelques vieilles photos. Mais ce qui attira son attention fut une enveloppe scellée, avec le mot « personnel » écrit à la main. Yann hésita, mais l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une lettre. L'écriture était délicate, féminine. « Mon amour, chaque jour loin de toi est une éternité. Mais je sais que nous faisons ce qu'il faut. Quand tout sera prêt, quand nous aurons trouvé le courage, nous le dirons à tout le monde. Nous sortirons de l'ombre. Je tiendrai ta main devant le monde entier et je dirai que tu es à moi. Les garçons grandiront en connaissant le père incroyable que tu es. J'ai foi en cela. J'ai foi en nous. Je t'aime pour toujours. Ayla. » Yann sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ayla. Ce nom. Pourquoi lui semblait-il si familier? Il prit son portable et fit une recherche rapide. Ayla Vasseur. Plusieurs résultats apparurent. De vieux articles sur une avocate brillante. Et puis une nouvelle d'il y a 23 ans. Avocate condamnée pour négligence grave. La photo à côté de l'article montrait une femme aux yeux fatigués emmenée par des policiers. Yann zooma sur l'image, et il reconnut les yeux. C'étaient les mêmes yeux que l'agent d'entretien qui travaillait à son étage. Le portable glissa de ses mains. Yann dut s'appuyer sur une étagère pour ne pas tomber. Ce n'était pas possible. Mais si. Il sortit en courant des archives, monta les escaliers en trébuchant, le cœur battant à tout rompre. Il arriva à l'étage de la direction, cherchant désespérément. Où était-elle? Il devait la voir. Il devait confirmer. Il trouva Ayla au bout du couloir en train de vider une poubelle. « Excusez-moi, dit-il, la voix tremblante. » Ayla se retourna, effrayée par son ton. « Oui ?» Yann fit un pas en avant, les yeux fixés sur elle. « Votre nom complet. Quel est-il » Ayla pâlit. « Pourquoi ? S'il vous plaît. J'ai besoin de savoir. » Ayla regarda autour d'elle. Ils étaient seuls. Elle prit une profonde inspiration. « Ayla Vasseur !» Yann sentit les larmes monter. « Vous connaissiez mon père, Étienne Antoine. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. » Ayla hocha lentement la tête, incapable de parler. Yann fit un pas de plus, si près maintenant qu'il pouvait voir les détails de son visage. Les rides autour de ses yeux, les marques du temps. Et alors, enfin, il vit la ressemblance. Avec les vieilles photos qu'il avait trouvées, « Vous êtes ma mère », murmura-t-il, la voix brisée. Ayla couvrit sa bouche avec ses mains, les larmes jaillissant. « Yann », murmura-t-elle en retour, et ce fut comme si un barrage se rompait. Yann la serra dans ses bras, fort, désespérément, et Ayla lui rendit son étreinte, le tenant comme s'il allait disparaître à tout moment. Mère et fils enfin réunis après 20 ans. Ils pleurèrent là, au milieu du couloir vide, sans se soucier de rien d'autre. Quand ils se séparèrent enfin, Yann avait 1000 questions. « Pourquoi n'êtes-vous jamais venu nous chercher? Pourquoi nous avez-vous abandonnés ?» Ayla secoua la tête, les larmes coulant toujours. « Je ne vous ai jamais abandonné, jamais. On m'a enlevé à vous. » « Comment ça ?» Ayla prit une profonde inspiration et commença à raconter. Elle raconta l'accord avec Laurent, les fausses accusations, les 20 ans en prison, les lettres qu'elle écrivait, mais qui n'arrivaient jamais. Yann écoutait tout, choqué, la colère grandissant à chaque mot. « Grand-père a fait ça? Il nous a menti toute notre vie ?» Ayla hocha la tête. « Il m'a enlevé à vous. Et il vous a fait croire que je ne vous aimais pas. » Yann se passa les mains sur le visage, essayant de tout assimiler. « Dante doit savoir ça. » Ayla lui prit le bras.
Yann, attends, ton frère ne me croira pas. Il a été façonné par Laurent, il pensera que je mens. Alors on lui montrera les preuves. La lettre que j'ai trouvée, les documents. Ayla hésita. J'ai peur. De quoi? De vous perdre à nouveau. Yann lui prit fermement les mains. Vous n'allez pas nous perdre, je vous le promets. Mais convaincre Dante serait plus difficile que Yann ne l'imaginait. Ce soir-là, Yann organisa un dîner avec son frère dans un restaurant discret de Saint-Germain-des-Prés. Dante arriva ponctuellement, comme toujours, vêtu d'un costume impeccable. « Qu'est-ce qui était si urgent que ça ne pouvait pas attendre demain ?» demanda Dante en s'asseyant. Yann prit une profonde inspiration. Il avait répété ce moment tout l'après-midi, mais maintenant qu'il y était, il ne savait pas par où commencer. « J'ai découvert quelque chose. Sur notre mère. » Dante soupira, impatient. « Yann, on a déjà parlé de ça. »« Non, tu n'as jamais voulu en parler. Mais maintenant, tu vas devoir écouter. » Et Yann raconta tout. La lettre, la découverte de l'identité d'Ayla, la conversation qu'ils avaient eue. Dante écoutait avec une expression de plus en plus fermée. Quand Yann eut terminé, il y eut un long silence. « Tu es fou, » dit finalement Dante, la voix glaciale. « Dante, j'ai vu les preuves. Les preuves peuvent être falsifiées. Elle ne ment pas. Je l'ai senti. Je l'ai vu dans ses yeux. » Dante frappa la table de sa main, faisant trembler les couverts. « Tu l'as senti? Tu l'as vu dans ses yeux? Yann, réveille-toi. Cette femme a disparu pendant 20 ans, et maintenant elle débarque avec une histoire de victime. Et tu la crois. »« Je la crois, » dit Yann fermement, « parce que ça a du sens. Parce que ça explique tout. Les rêves, les souvenirs, le sentiment qu'il manquait quelque chose. » Dante se leva brusquement. « Je ne vais pas en écouter davantage. »« Dante, s'il te plaît. »« Non, Yann. Tu veux croire à un mensonge parce que ça t'arrange. Parce que tu as toujours été trop sentimental, tu as toujours voulu une famille parfaite qui n'a jamais existé. Mais je ne vais pas tomber dans ce piège. » Et il quitta le restaurant, laissant Yann seul. Yann baissa la tête, les mains tremblantes. Il s'était attendu à de la résistance, mais pas à ce rejet total. Il avait besoin d'aide, et il savait exactement qui chercher. 2 jours plus tard, Yann retrouva Hélène dans son atelier à Montmartre. Elle l'accueillit avec surprise et curiosité. « Yann, mon Dieu, comme tu as grandi. La dernière fois que je t'ai vu, tu devais avoir 10 ans. Tante Hélène, j'ai besoin de ton aide. » Et il raconta tout. Hélène écouta attentivement, et quand Yann eut terminé, elle sourit. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de pourri dans cette histoire, tu me crois ?» Hélène prit le journal d'Étienne et le montra à Yann. « Je ne fais pas que te croire, j'ai des preuves. » Yann lut les pages qu'elle lui indiqua, les yeux s'écarquillant à chaque mot. Mon père l'aimait vraiment. Il l'aimait, et Laurent a détruit cet amour, comme il a détruit tant de choses dans la vie de ton père. Yann ferma le journal, déterminé. On a besoin de plus, on a besoin de quelque chose qui prouve que grand-père a comploté contre elle. Hélène hocha la tête. Et je sais exactement comment l'obtenir. Alors ensemble, ils commencèrent à élaborer un plan. Hélène utiliserait ses anciens contacts pour enquêter sur le cas d'Ayla. Yann continuerait à se rapprocher de sa mère, à collecter des informations, à construire une chronologie. Et le moment venu, ils confrontèrent Laurent. Mais ils devaient être prudents. Laurent était puissant et implacable. S'il découvrait ce qu'il faisait, il pourrait les détruire aussi. Pendant que Yann et Hélène complotaient, Ayla continuait à travailler dans l'immeuble, plus prudente maintenant. Elle savait que Laurent devait la surveiller. Elle savait que le danger était réel. Mais pour la première fois en 20 ans, elle n'était pas seule. Yann lui rendait visite dès qu'il le pouvait, lors de rencontres secrètes pendant ses pauses. Il parlait du passé, d'Étienne, des années perdues. Chaque conversation les rapprochait davantage, reconstruisant le lien qui leur avait été volé. « Tu sais que Dante ne me croit toujours pas », dit Ayla un après-midi, assise sur un banc de la place près de l'immeuble. Yann lui prit la main. « Il finira par te croire. Il a juste besoin de temps. Et s'il ne te croit jamais… » Yann regarda sa mère dans les yeux. « Alors je serai là pour nous deux. » Ayla sourit à travers ses larmes. « Comment es-tu devenu si bon, mon fils ?» Yann haussa les épaules. « Je crois que je tiens ça de toi. » Pendant ce temps, Dante luttait contre lui-même. Peu importe ses efforts pour le nier, les mots de Yann résonnaient dans son esprit. Les rêves devinrent plus fréquents, plus vifs, et il y avait toujours cette voix, cette chanson. Une nuit, incapable de dormir, Dante se rendit au bureau de Laurent dans l'hôtel particulier.
Il trouva son grand-père éveillé, travaillant comme toujours. « Grand-père, je peux te parler ?» Laurent leva les yeux, méfiant. « Bien sûr, qu'y a-t-il » Dante s'assit, hésitant. « Yann a parlé de notre mère. » Laurent se tendit. « Et il dit qu'elle a été victime d'une injustice, que tu as comploté contre elle. » Laurent laissa échapper un rire sans humour. Yann a toujours eu beaucoup d'imagination, mais s'il avait raison... Laurent se pencha en avant, les yeux durs. « Dante, regarde-moi. Tout ce que j'ai fait, c'était pour vous protéger. Cette femme était instable. Elle allait vous détruire. Tu as des preuves de ça ?» Laurent hésita une fraction de seconde. Ce fut suffisant. Dante vit la fissure dans l'armure de son grand-père. « Tu n'en as pas, dit-il, plus pour lui-même que pour Laurent. Dante ne commence pas à douter de moi maintenant. » Mais Dante doutait déjà. Et le doute, une fois planté, est difficile à arracher. Il se leva et sortit sans dire un mot de plus, laissant Laurent seul avec ses secrets. Et Laurent savait que le temps lui était compté. Il devait agir vite. Il prit le téléphone et passa un appel. « Vous l'avez trouvée ?»« Oui. Elle travaille dans votre immeuble. » Laurent ferma les yeux, sentant la colère bouillir. « Cette vipère. Que voulez-vous que je fasse ?» Laurent réfléchit un long moment. « Je veux que tu montes un autre dossier. Vol, détournement de fonds. N'importe quoi qui la sorte de là définitivement. »« Compris. Et Renée, ajouta Laurent, la voix froide comme la glace. Cette fois, assure-toi qu'elle ne sorte plus jamais. Compte sur moi. » Laurent raccrocha et resta immobile, regardant dans le vide. Il avait protégé sa famille une fois, et il le ferait à nouveau. Peu importait le prix. Le matin se leva, froid et brumeux. Ayla se réveilla avec un poids sur la poitrine, une sensation étrange qu'elle ne pouvait expliquer. Quelque chose allait se produire. Elle le sentait dans ses os, dans sa peau, dans l'air qu'elle respirait. Mais elle n'avait pas le choix. Elle devait travailler. Elle devait rester près de ses fils, même si ce n'était que de loin. Elle s'habilla rapidement, prit son sac à dos usé et quitta sa petite chambre louée. Les rues étaient encore vides, seulement quelques travailleurs matinaux comme elle, affrontant le froid de l'aube parisienne. À l'immeuble d'Antoine Global, la routine commença comme toujours. Ayla salua les agents de sécurité, se changea dans le vestiaire et prit son chariot de nettoyage. Mais quelque chose était différent. Elle remarquait des regards étranges de certains employés, des chuchotements qui cessaient à son passage. Elle essaya d'ignorer. C'était probablement de la paranoïa. 20 ans en prison vous apprennent à toujours vous attendre au pire. Elle nettoyait les toilettes du 12e étage lorsque 2 hommes en costume entrèrent. Ce n'étaient pas des cadres de l'entreprise. Ils avaient une posture différente, plus rigide, plus officielle. « Ayla Vasseur ?» demanda l'un d'eux. Le cœur d'Ayla s'emballa. « Oui, c'est moi. » L'homme montra une carte. « Police nationale, vous devez nous accompagner. Il y a de graves accusations contre vous. » Ayla sentit le monde tourner. « Quelles accusations? Je n'ai rien fait. Vous êtes accusé de vol et de détournement de fonds. Des objets de valeur ont été trouvés dans votre sac lors d'une fouille de routine. C'est un mensonge, protesta Ayla, la voix s'élevant. Je n'ai jamais rien volé. Vous aurez l'occasion de vous défendre au commissariat. S'il vous plaît, suivez-nous. » Les gens commencèrent à s'attrouper, curieux, filmant avec leur portable. Ayla regarda autour d'elle, désespérée, cherchant un visage familier, quelqu'un qui pourrait l'aider. Et puis elle vit Yann sortir de l'ascenseur. « Yann !» cria-t-elle. Yann se retourna, confus, et se figea en voyant la scène. Il courut vers eux. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Votre nom, monsieur ?» demanda le policier. « Yann Antoine. Je travaille ici. »« Qu'est-ce que vous lui faites ?»« Cette femme est emmenée pour une déposition concernant des accusations de vol. » Yann regarda Ayla, qui secouait la tête désespérément. « Ce n'est pas moi, Yann. Je te jure que ce n'est pas moi. » Yann se tourna vers les policiers. « Elle n'a rien fait, c'est un malentendu. »« Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous n'étiez pas présent au moment de l'infraction présumée. S'il vous plaît, n'interférez pas. »« Je suis avocat, » mentit Yann, la voix ferme. « Et cette femme a des droits. Elle n'ira nulle part sans représentation légale. » Le policier hésita. Yann en profita. « Vous avez un mandat ?»« Un mandat n'est pas nécessaire pour une conduite au poste en cas de flagrant délit. »« Flagrant délit ? Quel flagrant délit ? Vous l'avez surprise en train de voler ? Les objets ont été trouvés dans son sac. Par qui ? Par la superviseure de la sécurité. » Yann regarda de nouveau Ayla qui était toujours en état de choc. « Je vais avec elle, dit-il, décidé. »« Ce n'est pas possible. »« Alors vous devrez m'arrêter aussi,
parce que je ne la laisserai pas partir seule. » Les policiers échangèrent un regard. L'un d'eux parla dans sa radio. Après quelques minutes de négociation, ils acceptèrent que Yann puisse les accompagner. Sur le chemin du commissariat, à l'arrière de la voiture de police, Yann tint la main d'Ayla. « C'est lui, » murmura-t-elle. « C'est Laurent. »« Je sais, » répondit Yann. « Mais on va prouver ton innocence. »« Comment ?»« Yann, j'ai déjà vécu ça. Je sais comment ça marche. Ils vont me condamner à nouveau. Non, ils ne le feront pas. Pas cette fois. » Mais intérieurement, Yann était aussi terrifié. Il connaissait le pouvoir de son grand-père. Il savait jusqu'où il était capable d'aller. Au commissariat, Ayla fut interrogée pendant des heures. Elle resta ferme sur sa version. Elle n'avait jamais rien volé. Les objets trouvés dans son sac avaient été placés là. Mais ses paroles semblaient tomber dans l'oreille d'un sourd. Yann, empêché d'entrer dans la salle d'interrogatoire, appela désespérément Hélène. « Tante, ils l'ont arrêté. Grand-père a tout manigancé à nouveau. » Hélène, qui était dans son atelier en train de peindre, laissa tout tomber immédiatement. « Où êtes-vous ?»« Commissariat du 8e arrondissement. »« J'arrive. » Et Yann ne la laisse rien signer. Absolument rien. En attendant, Yann appela Dante. « Dante, j'ai besoin de toi. » Dante était en réunion, mais quelque chose dans le ton de son frère le fit répondre. « Qu'est-ce qu'il y a ? Maman a été arrêtée. Et c'est grand-père qui a tout manigancé. Yann, arrête avec ça. Dante, pour l'amour de Dieu. Ouvre les yeux. Grand-père lui fait la même chose qu'il y a 20 ans. » Dante resta silencieux. « Où es-tu ? » ?»« Commissariat du 8e. »« J'arrive. » Et il raccrocha. Dante resta immobile, le portable toujours à la main, le cœur battant la chamade. Autour de lui, les cadres attendèrent la suite de la réunion. Mais Dante ne pouvait penser ni aux fusions ni aux acquisitions. Il ne pouvait penser qu'aux mots de Yann. « Excusez-moi, » dit-il en se levant. « Je dois partir. On reportera. » Et il sortit avant que quiconque ne puisse protester. Dans le taxi qui le menait au commissariat, Dante luttait contre lui-même. Tout ce en quoi il avait cru toute sa vie était remis en question. Tout ce que son grand-père avait dit, toutes les certitudes qu'il avait construites, s'effondraient. Et si Yann avait raison? Et si cette femme, cet agent d'entretien aux yeux tristes, était vraiment sa mère? Et si le vrai méchant de cette histoire n'était pas elle, mais Laurent? Il arriva au commissariat et trouva Yann dans le couloir, faisant les 100 pas. « Où est-elle » demanda Dante. « Elle est toujours en interrogatoire. » Dante regarda autour de lui, la mâchoire crispée. « Je veux lui parler, il ne laisse personne entrer. » Dante se dirigea vers l'accueil du commissariat, montra sa carte d'identité et exigea de parler au commissaire responsable. Son nom de famille ouvrait des portes. Il en avait toujours été ainsi. Quelques minutes plus tard, il était face au commissaire, un homme d'âge mûr aux cernes profonds. « Monsieur Antoine, c'est un honneur. Je veux savoir ce qu'il en est de la femme qui a été amenée aujourd'hui. Ayla Vasseur. » Le commissaire feuilleta quelques papiers. « Ah oui. Affaire de vol. Flagrant délit. Des objets de valeur trouvés dans son sac. » « Quels objets ?»« Un stylo en or gravé au nom d'Antoine Global et une clé USB de l'entreprise. » Dante fronça les sourcils. « Et vous croyez qu'elle a volé ça ? Les preuves vont dans ce sens. » « Qui a porté plainte ? » « La superviseure de la sécurité de l'immeuble. » « Son nom ?» Le commissaire vérifia. « Marianne Costa. » Dante connaissait ce nom. Marianne était une ancienne employée. Très ancienne. Elle avait travaillé pour la famille Antoine pendant plus de 20 ans. C'était l'une des personnes de confiance de Laurent. « Je veux parler à l'accusé, » dit Dante. « Monsieur Antoine, ce n'est pas la procédure. » Dante se pencha sur le bureau. « Je me fiche de la procédure. Soit vous me laissez lui parler, soit j'appelle mon avocat, et je transforme ça en un cauchemar juridique pour vous. » Le commissaire déglutit. 5 minutes. Dante fut conduit dans une petite salle sans fenêtre. Ayla était assise sur une chaise en plastique, les mains tremblantes, le visage marqué par les larmes. Quand elle vit Dante entrer, ses yeux s'écarquillèrent. « Dante » murmura-t-elle. Dante tira une chaise et s'assit en face d'elle. Ils restèrent silencieux quelques secondes, se regardant simplement. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda finalement Ayla. « Yann m'a appelé et tu es venu. » Ce n'était pas une question, mais une constatation pleine de surprise. Dante hocha la tête. « Je suis venu. » D'autres larmes coulèrent sur le visage d'Ayla. « Tu me crois ?» Dante détourna le regard. « Je ne sais pas ce que je crois. » Ayla baissa la tête. « Je comprends. Mais je veux savoir la vérité, » continua Dante. « La vraie vérité.
Pas la version de mon grand-père, pas la version de Yann. Ta version. Ayla prit une profonde inspiration et commença à raconter. Elle raconta tout, depuis le début. Comment elle avait rencontré Étienne, l'amour qu'ils partageaient, la peur qu'ils avaient de Laurent. Elle raconta la grossesse, les jumeaux, la promesse qu'Étienne avait faite avant de partir. Elle raconta l'accord trompeur, les fausses accusations, les 20 ans qu'elle avait passés loin de ses fils, à écrire des lettres qui n'avaient jamais été livrées. Et elle raconta comment elle n'avait jamais cessé de les aimer. Pas une seule seconde. Dante écoutait en silence, le visage inexpressif, mais les yeux brillants d'émotion qu'il refusait de montrer. Quand il a eu terminé, épuisé, Dante resta silencieux un long moment. « Comment savoir si tu ne mens pas ?» demanda-t-il finalement, la voix rauque. Ayla le regarda droit dans les yeux. « Tu rêves de moi, Dante. Chaque nuit, tu rêves d'une femme qui te chante une chanson. Cette femme, c'est moi. Et la chanson que je chante parle d'étoiles et de rêves. La même chanson que je te chantais quand tu avais 3 ans et que tu avais peur de l'orage. » Dante sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment savait-elle ça? Comment connaissait-elle ses rêves? La chanson? Tu te souviens de l'odeur de lavande? Continua Ayla. De la sensation d'être en sécurité, protégée? Tu te souviens de moi, Dante, même si tu ne veux pas l'admettre. Dante ferma les yeux, et pour la première fois en 20 ans, il laissa le souvenir revenir complètement. L'orage, la peur, les bras qui le tenaient, la voix qui le calmait, l'odeur de lavande, sa mère. Quand il rouvrit les yeux, ils étaient humides. « Pourquoi n'es-tu jamais venu nous chercher ?» demanda-t-il, la voix brisée. « On m'en a empêché. J'étais en prison, Dante. Et quand je suis sorti, je suis venu immédiatement. J'ai commencé à travailler dans l'immeuble juste pour être près de vous. » Dante se passa les mains sur le visage, essayant de tout assimiler. « Mon grand-père t'a fait ça ?» Ayla hocha la tête. 2 fois. Dante sentit une rage qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Une rage profonde, viscérale. Il se leva brusquement. « Je vais te sortir de là. »« Dante, tu n'as pas besoin de... »« Si, j'en ai besoin, l'interrompit-il, parce que tu es ma mère, et j'aurais dû te protéger. » Et il sortit de la salle avant qu'Ayla ne puisse voir les larmes qui s'étaient finalement échappées. Dans le couloir, il retrouva Yann et Hélène qui venaient d'arriver. « Elle dit la vérité, » dit Dante, la voix ferme malgré les larmes. Yann serra son frère dans ses bras, soulagé. « Je savais que tu comprendrais. » Dante s'écarta, s'essuyant le visage. « Maintenant, on a besoin de preuves. De vraies preuves que grand-père a manigancé ça. » Hélène sourit. « Alors tu vas adorer ce que j'ai. » Elle ouvrit son sac et en sortit un petit enregistreur numérique. J'ai eu accès aux vieilles archives de l'entreprise. J'ai trouvé des enregistrements de conversations entre Laurent et son avocat, René Santos. Dedans, ils discutent ouvertement de la façon de fabriquer des preuves contre Ayla il y a 20 ans. Dante prit l'enregistreur, incrédule. « Comment as-tu eu ça? J'ai mes contacts, et Laurent n'a jamais été aussi prudent qu'il le pensait. C'est recevable au tribunal ?» demanda Yann. « Avec le bon conseil juridique, oui. » Dante mit l'enregistreur dans sa poche. « Alors on va s'en servir. Et on va en finir avec lui. » Cet après-midi-là, avec l'aide d'Hélène et d'un avocat pénaliste de confiance, ils obtinrent la libération d'Ayla. Les accusations furent temporairement suspendues pendant que l'affaire était réévaluée. Quand Ayla sortit du commissariat, ils l'attendaient tous les 3. Pour la première fois en plus de 20 ans, Ayla serra ses 2 fils dans ses bras en même temps. Et elle pleura de soulagement, de bonheur, de douleur accumulée. Dante la serra fort, laissant enfin son armure se briser. « Pardon, maman. Pardon de ne pas t'avoir cru plus tôt. » Ayla lui caressa le visage. « Tu m'as cru quand il le fallait. C'est ce qui compte. » Yann la serra aussi dans ses bras, riant et pleurant en même temps. « On va arranger ça, maman. On va tout arranger. » Hélène observait la scène avec un sourire ému. Après tant d'années, la vérité éclatait enfin. Mais la bataille n'était pas encore terminée. Ce soir-là, tous les 4 se réunirent dans l'appartement d'Hélène pour élaborer un plan. Ils avaient besoin de plus que les vieux enregistrements. Ils avaient besoin de preuves du crime récent. Ils avaient besoin de quelque chose qui incriminerait Laurent de manière définitive. « J'ai une idée, » dit Yann, « mais c'est risqué. »« On t'écoute, » répondit Dante. « Je prends rendez-vous avec grand-père. Je fais semblant d'être de son côté, de croire à sa version sur maman. Et j'enregistre tout. » Dante secoua la tête. « Il ne t'avouera jamais rien. Si, j'appuie sur les bons boutons. »
Si je lui fais croire que je te remets en question, Dante, que j'ai peur que tu sois manipulé par maman. C'est dangereux, avertit Hélène. Laurent n'est pas idiot. Je sais, dit Yann, mais c'est notre meilleure chance. Ayla prit la main de son fils. Yann, je ne veux pas que tu prennes de risques pour moi. Yann sourit. Maman, j'ai passé 20 ans sans toi. Maintenant que je t'ai retrouvé, je ferai tout ce qu'il faut pour te garder dans ma vie. Ayla regarda Dante qui hocha la tête. Je serai tout prêt. Si quoi que ce soit tourne mal, j'interviens. Alors c'est décidé, dit Hélène. Mais il faut faire vite, avant que Laurent ne se rende compte qu'on complote contre lui. Le lendemain, Yann appela Laurent pour lui demander de parler en privé. Laurent, méfiant mais curieux, accepta de le rencontrer dans son bureau à l'entreprise. Quand Yann entra, Laurent était de dos, regardant par la fenêtre panoramique. « Tu voulais me parler ?» Yann s'assit, l'enregistreur caché dans la poche intérieure de sa veste. « Grand-père, je suis inquiet pour Dante. » Laurent se retourna intéressé. « Pourquoi ? Il croit cette femme, cette Ayla. » Laurent s'approcha, les yeux plissés. « Et toi ? » ?»« Je ne sais pas quoi croire, » mentit Yann. « Elle est convaincante, très convaincante. Bien sûr qu'elle l'est, les gens comme elle le sont toujours. Mais si elle disait la vérité, si tu avais vraiment comploté contre elle ?» Laurent se tendit. Yann le remarqua. Il continua. « Dante parle de tout enquêter, de réviser les anciennes affaires. Il pense que tu nous as menti. » Laurent contourna le bureau et s'assit, les doigts entrelacés. « Yann, tout ce que j'ai fait, c'était pour vous protéger. Mais nous protéger de la vérité ou d'un mensonge ?» Laurent se pencha en avant. Cette femme allait vous détruire. Elle était faible, instable. Elle n'avait pas les moyens d'élever 2 garçons seuls. Alors tu as vraiment comploté contre elle. Ce n'était pas une question, c'était un piège. Et Laurent tomba dedans. « J'ai fait ce qui était nécessaire, dit-il, la voix froide. Elle devait disparaître, et elle devait rester à l'écart. Même si cela signifiait fabriquer des preuves. » Laurent hésita, mais l'arrogance l'emporta. Les preuves n'avaient pas d'importance. C'est le résultat qui comptait. Yann sentit le sang bouillir, mais garda son sang-froid. « Et maintenant, tu as recommencé ?» Laurent sourit, un sourire glacial. « Comme je l'ai dit, elle doit rester à l'écart. » Yann avait ce qu'il lui fallait. Il se leva. « Je comprends. » Laurent fronça les sourcils. « Tu comprends ?» Yann se retourna sur le seuil. « Je comprends que tu es un homme sans scrupules et que tu as fait des choix terribles qui ont détruit une famille. » Laurent se leva brusquement. « Comment oses-tu » ? « J'ose parce que maintenant, je sais la vérité, et tout le monde va la savoir. » Yann claqua la porte et sortit, le cœur battant à tout rompre. Laurent resta immobile, assimilant ce qui venait de se passer. Et puis il comprit. On l'avait enregistré. Il prit le téléphone et appela René. « Ils ont des preuves. J'ai besoin que tu règles ça. Maintenant. » De l'autre côté de la ligne, René soupira. « Laurent, il est temps que tu arrêtes. Tu es déjà allé trop loin. Tu travailles pour moi. Je travaillais. J'en ai fini avec ça. » Et il raccrocha. Laurent jeta le téléphone contre le mur, le fracassant. Son empire s'effondrait. Et il le savait. Ce soir-là, Yann, Dante, Ayla et Hélène se réunirent à nouveau. Yann fit écouter l'enregistrement à tout le monde. Quand il eut terminé, Dante était visiblement secoué. Il a avoué. Il a tout avoué. Hélène prit l'enregistreur. Avec ça et les anciennes preuves, nous avons assez pour rouvrir son dossier et incriminer Laurent. Ayla, qui était restée silencieuse, parla enfin. « Je ne veux pas de vengeance. » Tous la regardèrent, surpris. « Maman, il a détruit ta vie, dit Yann. Je sais. Mais si je deviens comme lui, il aura gagné. Je veux juste ma liberté, et mes fils. » Dante lui prit la main. « Tu auras ça, mais il paiera aussi pour ce qu'il a fait. » Ayla regarda ses 2 fils dans les yeux et hocha la tête. « Alors allons jusqu'au bout. » Et ensemble, ils commencèrent à préparer la confrontation finale avec Laurent Antoine. Une confrontation qui changerait tout. Le jour se leva gris sur Paris. Des nuages lourds couvraient le ciel, promettant de la pluie à tout moment. Ayla se réveilla tôt dans l'appartement d'Hélène, où elle était temporairement hébergée. Elle regarda par la fenêtre et vit la ville se réveiller, indifférente au drame personnel de ses habitants. Aujourd'hui serait le jour où tout serait révélé, le jour où la vérité éclaterait enfin. Dante et Yann arrivèrent tôt aussi, apportant du café et des croissants. Tous les 4 prirent leur petit déjeuner ensemble, dans un silence chargé d'attente. Il n'y avait pas grand-chose à dire.
Chacun savait ce qu'il fallait faire. Hélène avait utilisé ses contacts pour organiser une réunion extraordinaire du conseil d'administration d'Antoine Global. Officiellement, ce serait une présentation des résultats trimestriels. Mais en réalité, ce serait la scène de la révélation. Laurent ne le savait pas encore. Il pensait avoir tout sous contrôle. Que ses mensonges resteraient enterrés, comme ils l'avaient toujours été. Mais pas aujourd'hui. À 9 heures du matin, les membres du conseil commencèrent à arriver. Des hommes et des femmes en costumes impeccables, portant des mallettes en cuir, discutant de marché et d'investissement. Laurent les saluait un par un, confiant, imposant comme toujours. Dante et Yann arrivèrent ensemble, surprenant certains des présents. Il était rare de voir les deux frères côte à côte lors de réunions formelles. Yann évitait généralement ces occasions. « Bonjour, grand-père », dit Dante, la voix neutre. Laurent le regarda avec méfiance. Quelque chose dans le ton de Dante le dérangeait. « Bonjour, vous deux ensemble. Quelle surprise. »« Nous avons une présentation importante aujourd'hui, » dit Yann en souriant. Laurent n'aima pas ce sourire. Il y avait quelque chose d'étrange, quelque chose de provocateur. « Quelle présentation ?»« Tu vas voir, » répondit Dante. Tous s'assirent autour de l'immense table en acajou. Laurent à la tête, comme toujours. Dante et Yann d'un côté. Les membres du conseil répartis aux autres places. La réunion commença normalement. Des chiffres furent présentés, des graphiques projetés, des analyses discutées. Laurent commença à se détendre. Peut-être était-il paranoïaque. Mais alors Dante se leva. « Messieurs et mesdames, avant de poursuivre, mon frère et moi avons quelque chose d'important à partager avec vous tous. » Laurent sentit son estomac se nouer. « Dante, ce n'est pas à l'ordre du jour. »« Ça devrait l'être, » dit Yann, se levant également. Les membres du conseil échangèrent des regards confus. Dante prit une télécommande et alluma le projecteur. L'écran afficha une vieille photo. Étienne Antoine, tenant 2 bébés, souriant. « Beaucoup d'entre vous ont connu mon père, » commença Dante. Étienne Antoine, un homme brillant, prometteur, qui nous a quittés tragiquement il y a 23 ans. Laurent était pâle. « Qu'est-ce que tu fais ? Je dis la vérité, grand-père. Quelque chose que tu n'as jamais fait. » Dante cliqua à nouveau. Une autre photo apparut. Ayla, jeune, souriante, aux côtés d'Étienne. « Voici Ayla Vasseur, ma mère, la femme que mon père aimait, la femme qui nous a mis au monde. » Des murmures empliront la salle. « Savez-vous ce qui lui est arrivé ?» continua Dante. « Pendant des années, mon frère et moi avons été amenés à croire qu'elle nous avait abandonnés, qu'elle était une personne instable, irresponsable, mais la vérité est tout autre. » Yann prit la parole. « La vérité, c'est que notre mère nous a été enlevée par de fausses accusations, des preuves fabriquées et une manipulation judiciaire. Elle a passé 20 ans en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. » Laurent se leva brusquement. « C'est absurde. Vous n'avez aucune preuve de tout ça. »« Si, nous en avons, » dit calmement Dante, « et nous allons vous les montrer. » Il cliqua à nouveau. Des documents commencèrent à apparaître à l'écran. Des archives judiciaires, des témoignages contradictoires, des preuves manipulées. « Nous avons engagé des enquêteurs indépendants, » expliqua Yann. Ils ont révisé toute l'affaire et ils ont découvert d'innombrables irrégularités. Des témoins qui ont été payés, des documents falsifiés, des images de sécurité modifiées. Un des membres du conseil, un homme aux cheveux blancs nommé Albert, se pencha en avant. « Vous êtes en train de dire qu'il y a eu une fraude judiciaire ?»« Exactement, » confirma Dante. « Et nous savons qui a tout orchestré. » Tous les regards se tournèrent vers Laurent. « C'est une imposture !» cria Laurent. « Une tentative de me déstabiliser. »« Alors expliquez ça !» dit Yann, et il lança l'audio. La voix de Laurent emplit la salle, claire et sans équivoque. « J'ai fait ce qui était nécessaire, elle devait disparaître, et elle devait rester à l'écart. Car les preuves n'avaient pas d'importance. C'est le résultat qui comptait. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Laurent chancela, s'appuyant sur la table. Son visage était rouge, les veines saillantes sur ses tempes. « Vous m'avez enregistré ?»« Tu as avoué, grand-père, » dit Dante. « Tu as avoué avoir détruit la vie d'une femme innocente, avoir séparé une mère de ses enfants. Nous avoir menti pendant 23 ans. » Albert se leva indigné. « Laurent, est-ce vrai ?» Laurent regarda autour de lui, cherchant des alliés, mais il ne trouva que des regards choqués et réprobateurs. « J'ai fait ce qu'il y avait de mieux pour mes petits-fils, » cria-t-il. Cette femme n'était pas convenable, elle allait les détruire. « Qui vous a donné le droit de décider ça ?» demanda Yann, la voix tremblante d'émotion. « Qui vous a donné le droit de nous enlever notre mère ?
Je suis votre grand-père. Je me suis occupé de vous. Tu nous as menti, rétorqua Dante, laissant enfin sa colère déborder. Tu as construit toute notre vie sur un mensonge. Laurent pointa un doigt vers eux. Vous êtes des ingrats. Tout ce que vous avez, vous me le devez. Nous ne devons rien à un homme qui a détruit notre famille, dit Yann. Albert frappa la table de sa main. Laurent, vous êtes accusé de crimes graves. Fraude, faux et usage de faux, corruption. En tant que président de ce conseil, je ne peux ignorer cela. Vous n'avez aucune autorité pour me juger, rugit Laurent. Si, je l'ai. Et j'utilise cette autorité pour vous démettre immédiatement de la présidence d'Antoine Global en attendant une enquête complète. D'autres membres du conseil acquiescèrent, certains à voix haute, d'autres en silence. Laurent sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout ce pourquoi il avait travaillé, tout ce pourquoi il s'était battu s'effondrait en quelques minutes. « Vous allez le regretter, dit-il, la voix basse et menaçante. Vous tous. La seule personne qui regrettera ici, c'est toi, dit Dante, parce que nous allons nous assurer que justice soit faite, pour notre mère, pour notre père, pour tous ceux que tu as blessés au fil des ans. » Laurent regarda ses petits-fils, et pour la première fois depuis des décennies, il ressentit quelque chose auquel il n'était pas habitué. La peur. Il sortit de la salle en titubant, les jambes flageolantes, le cœur battant à tout rompre. Derrière lui, les membres du conseil discutaient déjà des prochaines étapes, parlant d'audit, d'enquête, de procès. Dans le couloir, Laurent s'adossa au mur, essayant de reprendre son souffle. Il sentit une douleur aiguë dans la poitrine. Il porta la main à son cœur, haletant. « Monsieur Antoine !» cria une secrétaire en courant vers lui. « Vous allez bien ?» Mais Laurent n'allait pas bien. La douleur augmentait, irradiant dans son bras gauche. Ses jambes cédèrent. La dernière chose qu'il vit avant de s'évanouir fut le visage de Dante, le regardant de l'autre côté du couloir, sans pitié, sans remords, juste la justice. Laurent fut transporté d'urgence à l'hôpital. Les médecins diagnostiquèrent un infarctus aigu du myocarde. Grave mais pas fatal. Du moins, pas encore. Dante et Yann se rendirent à l'hôpital, non par affection, mais par obligation. Hélène et Ayla les accompagnèrent. Dans la salle d'attente, Ayla regardait le couloir menant à l'unité de soins intensifs où Laurent était hospitalisé. « Je devrais ressentir de la satisfaction, » dit-elle doucement, « mais je ne ressens que du vide. » Hélène lui prit la main. « C'est parce que tu vaux mieux que lui. » Ayla sourit tristement. « Ou peut-être parce que j'ai gâché 20 ans à haïr alors que j'aurais pu vivre. »« Tu vas vivre maintenant, » dit Yann s'asseyant à côté d'elle. « Nous allons vivre. Ensemble. » Dante était debout, regardant par la fenêtre. Ayla s'approcha de lui. « Tu vas bien ?» Dante ne répondit pas immédiatement. Il resta silencieux, assimilant tout. « J'ai passé toute ma vie à essayer d'être comme lui, » dit-il finalement. Froid, calculateur, implacable. Et maintenant je découvre qu'il n'était pas un modèle. C'était un monstre. « Tu n'es pas comme lui, Dante, » dit doucement Ayla. « Tu as un cœur. Tu en as toujours eu un. Tu avais juste besoin de t'en souvenir. » Dante se tourna vers elle, les yeux humides. « Je suis désolé, maman, pour tout, de ne pas t'avoir cru, d'avoir été si dur. » Ayla serra son fils dans ses bras. « Tu m'as cru quand c'était important. C'est tout ce dont j'avais besoin. » Les jours suivants furent intenses. Les enregistrements et les preuves furent remis aux autorités. Le dossier d'Ayla fut rouvert, et cette fois, avec toute la vérité exposée, le résultat fut différent. Sa condamnation fut annulée. Son nom, lavé. Laurent fut inculpé pour de multiples crimes. Fraude procédurale, corruption, faux et usage de faux. Pendant qu'il se remettait à l'hôpital, des policiers montaient la garde à sa porte. À sa sortie, il serait transféré en prison. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans les médias. Magnate de la finance accusé d'avoir monté un dossier contre la mère de ses petits-fils. Les journaux affichaient sa photo, non plus comme le puissant Laurent Antoine, mais comme un criminel. L'empire qu'il avait bâti commença à s'effondrer. Les investisseurs retirèrent leurs fonds. Les clients annulèrent leurs contrats. Antoine Global entra en crise. Dante et Yann prirent temporairement la direction de l'entreprise, non pour la sauver, mais pour s'assurer que tous les employés soient traités avec dignité pendant la transition. Un mois après la confrontation, Laurent reçut une visite inattendue à l'hôpital. Ayla. Elle entra dans la chambre où il était alité, relié à des tubes et des moniteurs. Laurent la regarda avec surprise, et quelque chose qui pouvait être de la confusion ou de la peur. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-il, la voix faible.
Ayla tira une chaise et s'assit. Parce que je ne veux pas porter de haine pour le reste de ma vie. Laurent détourna le regard. Tu devrais me haïr. Je t'ai haï. Pendant très longtemps. Mais la haine est un fardeau que je ne veux plus porter. Alors que veux-tu? Ayla prit une profonde inspiration. Je veux que tu saches que malgré tout, mes fils sont de bons hommes. Non pas grâce à toi, mais malgré toi. Et que l'amour gagne toujours. Toujours. Laurent ferma les yeux, et pour la première fois de sa vie, une larme s'échappa. J'ai tout perdu, murmura-t-il. Tu as choisi de perdre, corrigea Ayla. Quand tu as choisi le contrôle plutôt que l'amour, le pouvoir plutôt que la famille, je voulais juste les protéger. Tu voulais les contrôler. Il y a une différence. Laurent ouvrit les yeux, la regardant. Tu me pardonnes? Ayla réfléchit un long moment. Je te libère. De mon cœur, de mon esprit, de ma vie. Mais le pardon est quelque chose que tu devras chercher ailleurs, auprès de tes petits-fils. De Dieu, de toi-même. Et elle se leva pour partir. Ayla, appela Laurent. Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. Merci d'avoir si bien élevé mes petits-fils, même de loin. Ayla sortit sans répondre. Certains mots arrivent trop tard pour faire une différence. 3 mois plus tard, Dante et Yann annoncèrent publiquement la création d'une nouvelle organisation. Ce n'était pas une entreprise. C'était une ONG appelée Présence, dédiée à défendre les femmes injustement emprisonnées et séparées de leurs enfants. La première bénéficiaire fut symboliquement Ayla elle-même. Mais bientôt, d'autres femmes commencèrent à chercher de l'aide. Des femmes avec des histoires similaires. Des femmes qui avaient été séparées de leurs enfants par des systèmes défaillants, par des manipulations, par des injustices. Dante découvrit qu'il y avait un but au-delà des profits, qu'utiliser ses compétences pour aider plutôt que pour accumuler apportait une satisfaction que l'argent n'avait jamais apportée. Yann trouva enfin la paix qu'il cherchait. Travailler aux côtés de sa mère et de son frère, reconstruire des vies, donna un sens à tout ce qu'il avait enduré. Et Ayla, pour la première fois depuis des décennies, se sentit complète. Elle avait retrouvé ses fils. Elle avait un but. Elle avait enfin la liberté. Laurent passa ses derniers mois dans une clinique privée où il purgeait une peine à domicile en raison de sa santé fragile. Il développa une maladie dégénérative qui l'affaiblit rapidement. Dante et Yann lui rendaient visite occasionnellement, non par affection, mais par un sens du devoir qu'ils avaient hérité de lui, ironiquement. Lors d'une de ces visites, peu avant la fin, Laurent demanda à leur parler seul à seul. « J'ai eu tort, dit-il, la voix faible et tremblante. Très tort. Avec vous. Avec votre père. Avec votre mère. » Dante et Yann se contentèrent d'écouter. « Je pensais faire ce qu'il fallait, que je vous protégeais. Mais je ne protégeais que ma propre peur. Peur de perdre le contrôle. Peur de ne pas être nécessaire. Tu n'as jamais été inutile, grand-père, dit doucement Yann. Mais tu as choisi d'être craint plutôt qu'aimé. Laurent hocha lentement la tête. Ce fut ma plus grande erreur. Il y eut un long silence. Pouvez-vous me pardonner? Demanda finalement Laurent. Dante regarda son frère puis son grand-père. Nous pouvons essayer, avec le temps. Ce n'était pas le pardon complet que Laurent espérait, mais c'était plus que ce qu'il méritait. Et il le savait. Laurent décéda 3 semaines plus tard, seul dans sa chambre, entouré de richesses, mais vide d'affection. Son départ fut annoncé dans les journaux, mais sans la pompe qu'il avait toujours imaginée. C'était juste une nouvelle de plus, un autre homme puissant qui était tombé. L'enterrement fut modeste, juste la famille directe et quelques anciens employés. Il n'y eut pas de discours grandiose, pas de larmes abondantes, juste un silence respectueux face à une vie qui aurait pu être différente. Ayla ne se rendit pas à l'enterrement, mais elle envoya des fleurs, des lys blancs, les mêmes que Laurent portait chaque année sur la tombe d'Étienne. C'était sa façon de dire que le cycle était terminé, que la haine avait été enterrée avec lui. 6 mois après le départ de Laurent, un samedi ensoleillé, Dante, Yann et Ayla visitèrent le cimetière du Père-Lachaise. Ils gravirent la même colline que Laurent gravissait chaque hiver, jusqu'à atteindre le tombeau de marbre noir aux détails dorés. Étienne Antoine. Ayla s'agenouilla devant la stèle, touchant le marbre froid de ses mains. Dante et Yann se tinrent debout à ses côtés, chacun posant une main sur son épaule. « Bonjour mon amour, murmura Ayla. Ça a pris du temps, mais j'ai réussi. Nos garçons sont là. Ils ont grandi. Ils sont devenus beaux. Ils sont devenus bons. Tu serais si fier.
Les larmes coulaient librement sur son visage, mais c'étaient des larmes de paix, pas de douleur. J'ai tenu ma promesse. J'ai pris soin d'eux, même de loin, même sans être présente. Mon amour pour eux n'est jamais mort. Et maintenant, enfin, nous sommes ensemble. Dante s'agenouilla à côté de sa mère, touchant également la stèle. « Papa, je n'ai pas eu la chance de te connaître, mais à travers maman, à travers les histoires, j'ai l'impression de te connaître. Tu étais courageux, tu étais aimant, tu étais tout ce que je veux être. » Yann s'agenouilla également de l'autre côté. « On va honorer ta mémoire, papa. Pas par l'argent ou le pouvoir, mais par l'amour, par la justice, par la présence. » Ils restèrent là un long moment, tous les trois ensemble, unis par la douleur et la guérison. Quand ils se levèrent enfin pour partir, Ayla regarda une dernière fois en arrière. « Repose en paix, Étienne. Nous allons bien maintenant. » Et pour la première fois en 23 ans, elle y crut vraiment. Ils descendirent la colline ensemble, mère et fils, côte à côte. Le soleil brillait fort, faisant fondre le froid de l'hiver parisien. Devant eux, la ville s'étendait, pleine de possibilités, de nouveaux départs, de vie. Le passé ne les possédait plus. Les mensonges n'avaient plus de pouvoir. Le contrôle avait été brisé. Tout ce qui restait, c'était l'amour. Et l'amour, découvrirent-ils, était plus fort que n'importe quel empire, plus durable que n'importe quelle fortune, plus vrai que n'importe quel mensonge. Ayla tint les mains de ses fils tandis qu'ils marchaient. « Merci, dit-elle. « Pourquoi ?» demanda Yann. « De m'avoir trouvé, d'y avoir cru, de vous être battu. » Dante serra sa main. « C'est nous qui devons te remercier. Tu n'as jamais renoncé à nous. » Ayla sourit. « Jamais je n'aurais renoncé. Vous êtes ma vie. » Et ensemble, ils laissèrent le cimetière derrière eux. Ils ne portèrent plus le poids de l'absence. Ils ne portaient plus la douleur de la séparation. Ils ne portaient plus les mensonges de Laurent. Ils ne se portaient que les uns les autres. Et c'était tout ce dont ils avaient besoin. 3 ans plus tard, l'ONG Présence était devenue une référence nationale. Elle avait aidé plus de 200 femmes à retrouver leur vie, à se réunir avec leurs enfants, à reconstruire leurs histoires. Dante quitta complètement le monde de l'entreprise. Il découvrit que sa véritable vocation était d'utiliser son intelligence analytique pour démanteler les injustices, et non pour accumuler des fortunes. Yann étendit les projets sociaux, créant des réseaux de soutien, offrant des formations professionnelles, construisant des ponts entre le système carcéral et la société. Et Ayla, enfin libérée de toutes les accusations, devint la voix de tant de femmes qui n'en avaient pas. Elle voyageait à travers le pays, donnant des conférences, racontant son histoire, inspirant d'autres à ne jamais abandonner. Un après-midi de printemps, tous les trois étaient au bureau de l'ONG lorsqu'une jeune femme entra, tenant un enfant par la main. « Je m'appelle Juliane, dit-elle, la voix tremblante. J'ai été séparée de ma fille il y a 5 ans, de fausses accusations, et j'ai entendu dire que vous pouviez m'aider. » Ayla se leva, lui tendant la main. « Vous pouvez compter sur nous, nous savons exactement ce que vous traversez. » Juliane se mit à pleurer, soulagée. Et Ayla la serra dans ses bras, se souvenant de ce que c'était que d'être seule, effrayée, sans espoir. Mais maintenant, elle pouvait offrir quelque chose que personne ne lui avait offert à l'époque. Une présence, un soutien, la vérité. L'histoire de Laurent Antoine devint une mise en garde sur la façon dont le contrôle peut détruire ce que nous aimons le plus. Sur la façon dont les mensonges, aussi bien intentionnés qu'ils puissent paraître, ont toujours un prix. Mais l'histoire d'Ayla, Dante et Yann devint une source d'inspiration. Sur la résistance, sur l'amour qui survit à la séparation, sur la vérité qui trouve toujours son chemin, et sur le fait que la famille n'est pas seulement une question de sang, c'est un choix, c'est une présence. C'est un combat. Une nuit tranquille, des années après tout cela, Ayla était chez elle, dans la petite mais confortable maison qu'elle avait achetée avec l'indemnisation reçue de l'État quand elle entendit la sonnette. Elle ouvrit la porte et trouva Dante et Yann tenant une boîte. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle curieuse. « Ouvre » dit Dante en souriant. Ayla ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait des centaines de lettres. Ces lettres, celles qu'elle avait écrites pendant 20 ans en prison. « Comment avez-vous... » commença-t-elle, mais sa voix se brisa. « Grand-père les a gardées, » expliqua Yann. « Toutes, dans un coffre-fort secret. On les a trouvées en vidant l'hôtel particulier. » Ayla prit une des lettres, reconnaissant sa propre écriture. Elle l'ouvrit et lut. « Mes amours, aujourd'hui j'ai rêvé de vous.
J'ai rêvé que nous étions à la plage, à construire des châteaux de sable. Vous riiez, et j'étais heureuse. En me réveillant, j'ai pleuré, mais j'ai aussi souri. Parce qu'un jour, je le promets, ce rêve deviendra réalité. Les larmes tombèrent sur le papier jauni. Il les a toutes gardées, murmura-t-elle. Pourquoi? Peut-être parce qu'au fond, il savait qu'il avait tort, dit Dante. C'était peut-être sa façon de garder un morceau de conscience. Ou peut-être, ajouta Yann, qu'il voulait qu'un jour la vérité soit découverte. Qu'un jour, cela nous parvienne. Ayla serra ses 2 fils dans ses bras. Ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble. Et cette nuit-là, tous les 3 s'assirent ensemble et lurent chacune de ces lettres. 20 ans d'amour condensés sur du papier. 20 ans d'espoir qui n'étaient jamais morts. Quand ils arrivèrent à la dernière lettre, Ayla regarda ses fils. « Vous savez ce que j'ai écrit dans la dernière ?»« Quoi ?» demanda Yann. Ayla sourit. « J'ai écrit « Aujourd'hui, c'est mon dernier jour ici. Quand vous lirez ceci, je serai libre, et je vous trouverai. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je le ferai. Parce que l'amour ne connaît pas les murs, ne connaît pas la distance, ne connaît pas le temps. L'amour trouve toujours un chemin. Je vous trouverai toujours. » Dante essuya les larmes de ses yeux. « Et tu nous as trouvés ?»« Je vous ai trouvés, » confirma Ayla. « Et je ne vous laisserai plus jamais partir. » Tous les 3 restèrent enlacés, en silence, savourant la présence l'un de l'autre. Dehors, la ville continuait son rythme effréné. Mais à l'intérieur, dans cette petite maison, le temps s'était arrêté. Parce que finalement, après tant de souffrances, tant de douleurs, tant de luttes, ils avaient ce qu'ils avaient toujours désiré. Une famille, vraie, présente, complète. Et rien, absolument rien, ne pourrait plus jamais leur enlever cela. L'amour avait gagné, comme il gagne toujours, parce que l'amour ne réside pas dans les grands gestes ou les fortunes accumulées. Il réside dans la présence, dans le regard, dans l'étreinte, dans le choix quotidien de rester. Et Ayla, Dante et Yann choisirent de rester, ensemble, pour toujours. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Ayla, Dante et Yann a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce voyage d'amour, de résistance et de retrouvailles, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires quel a été le moment qui vous a le plus marqué. Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, qui montrent que le véritable amour trouve toujours un chemin, même quand tout semble perdu. Nous vous attendons au prochain épisode, avec une autre histoire qui bouleversera vos émotions et vous fera croire au pouvoir des liens familiaux. À bientôt.